Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Best of Business Analyst, la chaîne des business analystes francophones. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer un autre format et un format de qualité, c'est l'interview de Caroline. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité l'interviewer? C'est que tout simplement Caroline m'a envoyé un long courrier en m'expliquant en fait à quel point depuis 3 ans, depuis sa formation pour devenir business analyst, donc elle a suivi avec moi. Elle a fait partie des premières promotions d'élèves qui ont suivi la masterclass. Eh bien, elle a dû se confronter à de nombreux défis dans le monde du travail, tout simplement parce que elle était formée. Par contre, face à elle, elle avait des clients finaux, des collègues, des managers qui, eux, n'avaient pas été formés à la business analyse, ce qui fait que ça lui a posé plein de questionnements sur son positionnement identitaire. Qui suis-je en tant que business analyst, puisque face à moi, visiblement, on veut me mettre dans d'autres cases que celles que moi j'ai compris à la suite de cette formation. Donc il y a vraiment une grosse confusion en termes de langage, en termes on le verra tout à l'heure avec Caroline, mais de mots. Donc c'est-à-dire qu'entre product owner, product manager, business analyst, AMO, à fonctionnel, etc. Ça fait quand même beaucoup d'étiquettes et au final, ça introduit une vraie confusion dans l'identité des praticiens en business analyse. Donc Caroline, en fait, elle m'a envoyé, et je t'en remercie, ce long message qui m'a énormément touchée parce que non seulement elle écrit très très bien, mais également elle allait très loin dans sa recherche de sens. Qu'est-ce que c'est que le business analyst? Donc tu en parleras du côté de nos amis anglo-saxons pour te renseigner sur qu'est-ce que ça veut dire business analyst. T'es voir du côté de grands auteurs, des consultants qui ont pignon sur rue là-bas. Et tout ça au bout de 3 ans pour en revenir à oui, il y a des fondamentaux. Finalement, c'est pas entre guillemets, c'est pas moi, Caroline, qui ai mal compris. C'est peut-être que le marché et de la business analyse, les employeurs, les pairs, ils sont eux-mêmes pas formés et ça peut introduire évidemment de la complexité à la pratique. Mais ça, tu vas l'expliquer. Ce que je disais un petit peu avant de lancer l'enregistrement, c'est que ce que je souhaiterais, c'est que par cette interview de Caroline, vous soyez rassurés si vous aussi vous êtes dans sa posture où vous n'arrivez plus à comprendre ce que vous faites puisque chaque mission est différente, chaque contexte est différent et vous en revenez à ne plus savoir finalement qui vous êtes en tant que praticien en business analyst puisque encore une fois tout change, les demandes peut-être de vos clients et de vos recruteurs et de vos managers, etc. changent tout le temps. Bien, j'espère que ça va vous apporter peut-être du réconfort. Et aussi, c'est un superbe état des lieux. Et merci, 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 Caroline. C'est un super état des lieux sur effectivement la perception de ce rôle de business analyst et également qu'est-ce qui existe comme explication outre-Atlantique dans les pays anglo-saxons, puisque je dis souvent qu'on a pas mal de retard sur les anglo-saxons. Qu'est-ce qu'ils disent eux sur le rôle de business analyst? Donc voilà, on va aborder tout ça avec Caroline. Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst depuis pas mal d'années et depuis 4 ans maintenant, je me consacre exclusivement à la formation et au coaching de business analyst. Donc vous voyez cette chaîne YouTube qui est effectivement la référence en matière de vidéos dans le monde francophone pour les business analysts. Il y a également un site internet du même nom, bestofbusinessanalyst.fr. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir de la newsletter, si vous voulez également télécharger des modèles gratuits, si vous voulez vous professionnaliser, pourquoi pas, comme Caroline, qui a suivi la masterclass devenir business analyst en système d'information il y a déjà 3 ans. Et voilà, il y a également d'autres formations. Je vous laisse le regarder. Voilà, donc également aussi, oui, c'est nouveau, c'est éligible CPF et c'est Calliope pour les Français qui souhaiteraient se le faire financer sur ces fonds-là. Voilà, donc je vais fermer l'introduction, je vais redonner la parole à Caroline. Donc Caroline, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et puis après, on va voir en allant ton parcours et tout ce que tu as découvert. Entendu. Merci Alice de m'avoir conviée à cette discussion. Je vais me présenter en quelques mots et puis ensuite, par la suite, je reviendrai plus en détail sur mon parcours. Donc, je suis Caroline Poisson, business analyst en système d'information et je suis diplômée d'un diplôme de MIAGE euh, que j'ai fait en apprentissage et pendant cet apprentissage, j'étais développeuse. Et après cette première expérience technique, je suis devenue business analyst. Donc,
j'ai basculé vers un rôle fonctionnel. Et ça fait maintenant 3 ans et en ce moment, je travaille dans une société de services numériques, dans une mission où j'ai le rôle de product owner. Super. Et donc, tu es en France. Voilà, pour celles et Et je ceux qui suis sont en en France. France. Voilà, super. Alors, le sujet vraiment, enfin, j'ai pas encore donné à l'heure où on tourne cette interview le titre de l'interview, mais en gros, ça c'est vraiment centré sur l'identité, la quête identitaire du business analyst. Qui suis-je? Je comprends pas. Il y a plein d'étiquettes qui me sont collées dessus. Product owner, aussi product owner, AMOA, fonctionnel, technico-fonctionnel, formateur, utilisateur, etc. Donc on trouve plus trop. Voilà, on a parfois du mal à savoir qui on est. Surtout que chaque mandat est différent et pour cause, on est au carrefour entre les enjeux technologiques, métiers et de la gestion de projet. Et donc forcément, et en plus avec un gros paramètre de l'humain avec un grand H, ce qui fait que forcément, ça bouge tout le temps et on a des fondamentaux qu'on peut vraiment répliquer sur chaque projet. Par contre, il y a tous ces critères qui font que malgré tout, on doit sans cesse s'adapter à un contexte qui change et d'autant plus quand on est dans un cadre où les clients finaux, les utilisateurs, les pairs, les managers ne connaissent pas bien la business analyse ou pensent la connaître alors qu'en fait, ils en connaissent peut-être qu'une toute petite partie. Du coup, pourquoi en fait, tu m'as écrit ce magnifique courrier qui m'a énormément touchée en me disant merci de m'avoir formé à la business analyse et en m'expliquant toute cette quête pendant 3 ans que tu vas nous expliquer en détail. Pourquoi, à ton avis, c'est important finalement d'avoir, de savoir qui on est quand on est business analyst? Pour moi, c'est important, pour déjà pouvoir expliquer, son rôle chez les clients, chez lesquels on va, parce qu'on travaille avec, des métiers justement souvent qui ne savent pas ce que c'est un business analyst ou bien qui en ont une vision un petit peu erronée. C'est aussi important pour, l'étape du recrutement, pour, identifier, voilà les bonnes missions et aussi être capable de savoir, quelles compétences on doit mettre en valeur et pour, le plan de carrière également. Je pense que Oui. je pense que c'est important d'avoir les idées claires au moment du recrutement, particulièrement pour pas se tromper, pour pas qu'il y ait d'erreur de casting et ensuite, pour l'évolution, pareillement, qu'il y ait pas de mésentente avec les managers sur, les compétences qu'on souhaite développer et les postes vers lesquels on veut aller. Ouais, ouais, tout à fait, et tu vas pouvoir nous expliquer d'ailleurs toi-même comment ça s'est passé. Hem, du coup, toi, comment tu as fait au début pour te faire recruter? Tu as sélectionné tes offres, d'emploi de quelle manière et comment tu t'es présenté? Donc pour rappel, tu étais, plutôt du monde technique, mais tu avais pas une grosse expérience et donc après tu as basculé vers plus du fonctionnel, hein, donc ouais. Mmh mh. Alors dans ma démarche, j'ai commencé à mettre mon CV en ligne sur des bourses d'emploi, notamment l'APEC, qui est l'association pour l'emploi des cadres. Ça m'a beaucoup aidée. Hem, pareillement, LinkedIn, le réseau classique et à ce moment-là, déjà, je savais pas trop quoi mettre comme, titre sur mon CV parce que, bon, je voyais que dans les listes déroulantes, souvent pour les CV en ligne, il y avait une ribambelle d'intitulés. Il y avait consultant fonctionnel, consultant technico-fonctionnel, AMOA, AMOE, product owner, business analyst, il y avait vraiment beaucoup d'intitulés de postes et c'était un petit peu, difficile à la fois de cibler et de garder un intitulé qui soit assez large parce que finalement quand on débute, on on cherche un panel, on est assez ouvert, finalement au sujet parce que le but au début c'est de s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc bon, ben, sur, mon intitulé de poste au début, c'était un petit peu une liste à la Prévert des différents intitulés, de postes qui existent. Moi, j'avais aussi mis technico-fonctionnel parce que j'avais conscience qu'il fallait que je fasse la bascule de développeur à business analyst et ça m'a joué des tours. Hem, là, si on se remet dans le contexte, moi, j'ai terminé mes études en 2020 et à ce moment-là, quand j'étais approchée par, en général, les jeunes diplômés, dans le secteur de l'IT sont souvent approchés par des ESN, donc des entreprises de services numériques
On me proposait des offres sur mission. Une offre sur mission, ça veut dire que tu es employé dans la société de conseil si tu obtiens une mission auprès d'un des clients. Et dans ces cas-là, les ESN, ce qu'elles faisaient à ce moment-là, et ce que je peux tout à fait comprendre, c'est qu'elles jouaient l'approche sécure. Elles essayaient de me placer sur des missions de développement Mmh. plutôt à ce moment-là. Et à un moment, on m'a proposé une mission technico-fonctionnelle. On m'a présenté le contexte de la mission, m'a dit voilà, faut des compétences un petit peu des deux côtés. Et en fait, c'était pas une arnaque, mais bon, voilà, ça avait été un petit peu maquillé et c'était finalement du développement sur du maintien en condition opérationnelle de vieux logiciels chez un opérateur télécom. Je tiens Donc, juste aussi à, oui. après on reprendra le fil, mais à dire que la manière dont les ESN fonctionnent pour beaucoup d'entre elles, c'est comme tu dis, c'est une approche sur mission. Donc c'est pas le profil qui les intéresse, c'est à un moment donné elles ont un besoin de staffer parce qu'elles ont remporté un contrat, ou alors elles pensent qu'elles vont le remporter. Ça peut être aussi avant d'avoir signé. Du coup après, si jamais elles le remportent pas, elles disent ben non, finalement je t'embauche pas. Mais le problème, c'est que souvent, les commerciaux, ben, ils sont pas tous issus du monde des systèmes d'information. Ils peuvent être juste des commerciaux. Ils connaissent finalement de manière un petit peu stratosphérique comment ça se passe sur les projets. Et eux, ils vont staffer autant des développeurs, des chefs de projet, des AMOA, des tout ça. Et en fait, tous ne connaissent pas bien déjà ça, ce qui fait que bah, ils prennent en gros en note le besoin que le client a réussi à exprimer, mais ce qui est même le client il s'est pas forcément exprimé dans le détail, ça dépend vraiment du type de poste, et donc du coup même sans vouloir arnaquer entre guillemets le candidat, mais ça peut arriver parce que ils ont un besoin urgent d'un candidat, donc ils sécurisent les ressources. Mais il y a vraiment deux cas de figure. Soit, entre guillemets, ils te vendent un peu, ils te survendent le truc pour être sûr que tu vas venir. Puis après, bon, ils se disent, bah, une fois qu'il est sur la mission, bah, tant pis, hein, c'est comme ça, il se débrouillera. Ou alors, vraiment, c'est par méconnaissance. Voilà, c'est les deux. C'est juste Mhm. pour signaler pour celles et ceux qui regarderaient la vidéo. Voilà. Donc, du coup, toi, tu as été embauché un peu dans ce cadre-là, ou en tout cas, c'était pas technico-fonctionnel, c'était technique, quoi. Oui, oui, exclusivement. Et il n'y avait pas de contact avec les utilisateurs, donc bon, finalement, c'était vraiment un rôle purement technique. Donc c'est pas grave, ok, j'étais en poste et c'est toujours important aussi quand on est en recherche d'emploi, m'avait dit l'APEC, d'être déjà en poste. Il disait que bon, même si c'était pas le poste de nos rêves qu'on avait, on était plus attractif quand on était en poste. Et ça, je pense pour ceux qui sont en recherche actuellement, ça peut être pas mal aussi de garder à l'esprit que même si votre première mission ne vous vend pas du rêve, déjà le fait d'être en poste, ça permet de se donner un petit peu plus de temps pour chercher une mission plus voilà, plus pertinente et qui nous correspond plus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué un petit peu mes recherches de prospection et j'ai fini par trouver une ESN dont l'expertise, c'était l'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès de grands comptes en région parisienne. Et eux, ils ont misé sur moi. Ils m'ont dit, OK, t'étais développeuse, mais on a confiance dans le fait qu'on va pouvoir te placer en tant que business analyst. Et ce qui a joué et qui a été important à ce moment-là, c'est que pendant mon expérience de développeuse, j'avais eu la chance, moi, de pouvoir parler très régulièrement avec les utilisateurs qui allaient se servir du logiciel que je développais. Et ça m'a permis de faire un pont entre mon activité de développeuse et finalement l'analyse métier. Ce qui est important quand on cherche à changer de discipline, c'est de trouver les ponts entre notre ancienne activité et la nouvelle. Donc typiquement, quand on est développeur, on va consommer, hein, tous les livrables de la business analyst, tout ce qui est les règles de gestion, tous les documents, voilà, qui décrivent, la solution, c'est des choses qu'on consomme. Et si en plus de ça, on a la chance de participer à cette conception fonctionnelle, c'est un plus pour basculer, en amont sur la partie conception fonctionnelle. Donc ça m'a beaucoup aidé finalement, cet aspect-là de ma première expérience, d'avoir finalement une ouverture, sur la partie métier. Et bon, ça a convaincu cette entreprise et ils m'ont placée en effet en moins d'une semaine, j'étais placée
chez un client. Et là, tu avais quel intitulé de poste, du coup? Business analyst. D'accord. Et dans ce poste-là, j'étais business analyst au sein d'une équipe de designers et du UX researcher. Et moi, mon rôle, c'était vraiment de poser des spécifications sur les maquettes qu'ils faisaient. C'était dans une entreprise de taille intermédiaire, une scale-up comme on appelle ça, donc une start-up qui marche bien et qui est en train de grossir, de passer à l'échelle. Donc ils avaient besoin d'adapter l'outil logiciel qui soutenait leur activité. C'était un redistributeur de services télécoms qui prenait des forfaits auprès de grands opérateurs classiques et les revendait à des petites PME en région. Et là, la gestion de projet, du coup, la méthodologie de gestion de projet, c'était laquelle? Parce que ça a son importance aussi pour la suite, du coup, je pense. Honnêtement, pendant cette première mission, la gouvernance projet, c'était pas vraiment orthodoxe, on va dire, parce qu'ils étaient passés d'un mode startup où finalement, bon, c'est assez facile de travailler selon les préceptes un petit peu incrémentaux et itératifs de l'agile sans avoir trop à se poser de questions de structure. Mais quand on commence à être obligé de découper en équipes, et quand c'est des équipes par fonction, là, on commence à voir apparaître des silos et on commence à avoir les temps de dev s'allonger. Donc bon, là, c'était un petit peu un modèle hybride, mais pas dans le sens heureux du terme, entre du cycle en V et de l'agile. C'est des configurations qu'on retrouve souvent parce que c'est très dur hein, soit quand c'est une entreprise qui a pas l'habitude, qui est pas née avec l'approche agile, ou bien alors une startup qui grossit, c'est pas toujours simple hein, de conserver une fluidité, soit d'introduire, soit de conserver une fluidité dans la communication entre les équipes. Donc bon voilà, je dirais que là c'était un petit peu l'hybride entre les deux et que justement ils faisaient venir des business analysts externes dans l'espoir de structurer un petit peu la gestion de l'information, des connaissances, de poser de l'écrit parce que c'était un petit peu le chaos. En plus, souvent, c'est vrai que les startups, surtout dans l'IT, ils commencent souvent avec une équipe de développeurs, quoi. En fait, ils construisent des logiciels. Donc, à la base, euh, c- après, ça dépend, mais souvent, on commence avec des techniciens et après, ça fonctionne. Et du coup, bah, ils se retrouvent donc, startup, c'est le début. Scale-up, c'est quand ils passent à un certain niveau. Parfois, ça monte très vite. En fait, parfois, ils se retrouvent en goulet d'étranglement parce qu'ils ont d'un coup plein de demandes de clients et bah là, il faut commencer à les satisfaire. Il y a toute une partie comprendre le client et lui répondre qui déborde un peu la simple réponse technique en fait. Et donc ça, c'est super intéressant déjà que tu aies fait cette première expérience. Et là, ce que tu disais sur le fait que c'était hybride, bon, pour celles et ceux qui regardent le témoignage et l'interview de Caroline et qui connaissent pas tout ça, il y a d'autres vidéos hein, qui expliquent ce que c'est que la gestion de projet informatique. Il y a plusieurs méthodologies des traditionnelles qu'on appelle cycle en V en cascade aux méthodes agiles. Alors méthodologie, donc il y en a plusieurs, Scrum, etc. Et effectivement, c'est vraiment deux états d'esprit très différents, ce qui fait que comme tu disais, de travailler en agilité pure alors que l'entreprise elle-même n'a pas un état d'esprit agile fait que souvent ils font un truc un peu intermédiaire où ils vont piocher dans les anciennes gestions de projet traditionnelles certaines choses et d'autres choses sur les approches agiles, ce qui fait que ça complexifie encore plus l'organisation du travail pour le business analyst et son positionnement. Donc toi, tu travaillais avec des ergonomes, donc UX, UI design, je décrypte un petit peu pour ceux qui connaissent pas bien, qui sont plus occupés on va dire, à l'interface utilisateur, à quoi ressemble ce qu'on voit et en fait, les sens de l'être humain, hein, les cinq sens, bah, ils sont en interaction avec un logiciel par le biais d'un écran, je sais pas, ça peut être des capteurs, ça peut être l'audio, peu importe. Donc ça, c'est le boulot des UX UI designers. Et en fait, le business analyst, lui, va s'interroger et concevoir ce qu'il y a en dessous, c'est les fonctionnalités quelle que soit la manière dont c'est utilisé derrière. Et toi, c'était plus ton rôle, du coup. Oui, exact.
Et alors ensuite, comment ça s'est, donc là, est-ce que tu étais à l'aise déjà avec ton positionnement de business analyst? Alors, honnêtement, le premier jour, j'ai été placée en mission et on m'a dit: «Voilà, TBA, maintenant, fais ton job» et bah, forcément la question que je me suis posée comme j'étais débutante, bah, c'est qu'est-ce que je suis censée faire de ma journée finalement? Je m'étais documentée, j'avais fait, tout le travail de me former sur, les attendus d'un business analyst, mais là, on était sur une ouverture de poste où il fallait tout construire. Donc là, la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est, d'avoir dans la même équipe que moi d'autres business analysts qui avaient déjà, travaillé dans des contextes où il y avait une structure. Donc eux, ils ont pu me j'ai fait des interviews avec, chacun d'entre eux pour commencer et eux m'ont expliqué, leur processus de travail, comment dans leurs différentes missions ils travaillaient. Le Toutes les étapes qu'ils suivaient depuis, le fait d'aller rechercher les besoins en 1re étape, jusqu'à la validation et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a permis de dédramatiser parce que souvent il y avait pas une personne qui me disait la même chose. Je me suis rendu compte que chacun avait sa petite, recette de cuisine personnelle finalement et hem et ça m'a quand même donné des bases pour commencer, et me lancer finalement. Donc échanger avec, les pairs, ça m'a beaucoup aidée, dans ces premiers temps et par la suite, j'ai à force de croiser un petit peu, les cours et ce que je vivais en mission, voilà, j'ai mis en pratique. Les cours de De quoi? la masterclass. Ah oui, d'accord, OK, OK. Et oui, parce que Oui, finalement, voilà, ce qu'on disait, tu as suivi, les cours, ça t'a quand même un peu aidé à pas être totalement perdu, dans oui, un ça m'a donné des repères ouais et ça et a duré bon, c'est après, faut toujours bien commencer quelque part. Quand on commence en mission, chaque entreprise est différente. Il y aura jamais un modèle, voilà, qui a un moule qui donne toutes les clés. Faut prendre le temps de s'acclimater à la culture de l'entreprise, au fonctionnement en interne. Bon, ça, c'est des choses, par lesquelles il faut passer au début avant de commencer à être opérationnel. Alors dans ton courrier, ta magnifique lettre, tu me disais à quel point tu trouvais qu'il y avait une grosse confusion en termes d'étiquette et de langage. Donc ça, c'était le début. Qu'est-ce qui a fait qu'après ça t'a induit, ça t'a mis le doute en fait? Parce que là, ça d'après ce que tu me dis, finalement, bon, c'était le début, tu forcément tout quand c'est nouveau, c'est toujours un petit peu compliqué quel que soit le poste, mais tu as l'air d'avoir finalement, trouvé de l'appui avec d'autres collègues qui t'ont expliqué comment ils travaillaient. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu as presque régressé dans ta confiance en toi après? Alors parmi les collègues que j'ai interrogés, il y en a un à qui j'ai demandé, «Mais comment tu fais finalement pour, faire de la veille et rester à l'état de l'art là dans notre, discipline?» Parce que j'avais des pas mal de références, dans le milieu du développement et de l'architecture technique, notamment sur tout ce qui était autour, des pratiques techniques, touchant à l'agile. J'aimais beaucoup les écrits de Martin Fowler et c'était vraiment, la personne de référence, vers laquelle je revenais à chaque fois que j'avais un doute et bah, là, j'avais plus de personnes référentes, sur le domaine de la business analyst, donc je cherchais de nouveaux noms finalement des personnes auprès de qui je pourrais aller chercher, finalement, les connaissances et il y en a un qui m'a dit, «Il faut que tu te formes en product management et que tu lises des livres sur le product management» et je lui ai dit: «Mais qui écrit des livres sur le product management?» donc sur la gestion de produits et on m'a recommandé en première lecture, Inspired, de Marty Kagan. Donc on va dire que dans la littérature anglo-saxonne, c'est une des premières références qui sort, hein, quand vous faites une recherche Google sur, product management et j'ai lu ce livre et c'est pas mal d'un côté parce que ça donne un panoramique de tout le vocabulaire qui existe autour, des rôles de gestion de produits. Donc OK, pas mal, mais ça avait l'air très loin de ce que je vivais moi, dans ma petite entreprise française et puis, c'était pas facile de trouver
des choses à reprendre et à appliquer là-dedans, d'autant plus que ce qu'il y avait un peu de décourageant dans ce livre, c'était que il y avait un parti pris sur ce que c'est une bonne entreprise qui fonctionne bien en mode produit et une mauvaise entreprise qui fait pas comme il Mhm. faut, et que si on est employé dans ce genre d'entreprise, bah, de toute façon, on est un imposteur un petit peu, Mhm. on fait pas comme il faut, on n'est pas sur le bon métier. Donc, ce premier livre, ça m'a un petit peu ce qui m'avait un petit peu découragée, c'était de me dire: «De toute façon, en fait, vu comment fonctionne mon organisation, je peux déjà pas faire mon métier correctement», et c'est dommage de partir avec, cet état d'esprit, parce qu'en fait, le but d'une entreprise, c'est pas d'appliquer une méthode, comme il faut, hein. Les entreprises, elles sont pas, évaluées sur leur succès là-dessus, l'entreprise, elle est évaluée sur, sa capacité à répondre, aux besoins d'un client, et qu'importe la méthode. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit quand j'étais développeuse. Je me rappelle, à l'époque, mon manager me disait: «Caroline, on essaie de faire de l'agile parce qu'on sent que ça peut nous apporter quelque chose, mais demain, il y a une autre méthode avec un nom complètement exotique qui sort, ben, on utilisera cette méthode, et puis, on personnalisera en fonction de nos besoins et de ce qui est faisable chez nous». Mais finalement, c'est dangereux et c'est tentant quand, on débute, on a besoin, hein, au début, c'est rassurant d'aller chercher des modèles, d'aller chercher des références, mais il faut résister à la tentation de s'enfermer dedans et finalement de dire: «Ah, mon entreprise ne coche pas toutes les cases, donc de toute manière, c'est foutu». Donc voilà, déjà ça, premier point là-dessus, parce que je dis ça parce que des fois il y a certains livres qui apparaissent un peu prescriptifs, c'est-à-dire, c'est tous ces livres-là, ils sont écrits par des consultants, hein, donc par des personnes dont le travail, c'est de faire de la prestation intellectuelle en entreprise, donc finalement, ils voient des cas et ils s'aperçoivent qu'il y a des motifs communs entre ce qui marche et ce qui marche pas, et ils essaient de consolider ça aussi pour vendre, hein, ces modèles-là, mais faut résister à la tentation de s'enfermer, finalement, dans des modèles idéologiques rigides. Faut s'en Tellement servir comme de d'accord. repère. Je suis tellement d'accord. En fait, ce qui est gênant dans le monde de l'entreprise, souvent, c'est qu'il y a des dogmes et comme disait très, très bien ton manager quand tu étais développeuse, c'est que c'est des modes, en fait. Donc, tu as t'as des consultants qui deviennent des théoriciens de nouveaux concepts. C'est mis en place par des grands cabinets d'audit, de conseil, de machin, des grandes ESN. Et puis, c'est souvent plaqué sur un contexte qui ne s'y prête pas forcément. Moi, j'ai plein de clients qui me disent: «Ouais, on voulait faire de l'agile, mais on a eu un coach agile qui voulait absolument mettre en place l'agilité comme ça, comme ça, comme ça dans notre entreprise, mais ça nous correspond pas. Il nous écoutait pas». Et enfin, c'est pas pour dénigrer le coaching agile, c'est très compliqué parce que forcément, ils sont face à des entreprises qui partent d'un modèle qui n'est pas agile et ils doivent la transformer. Mais il y a des fois, il y a des dogmes en fait. Et non, en fait, on est là aussi pour dire, OK, on a une boîte à outils. Ben, tu vois, je le répétais souvent dans la formation, mais on a une boîte à outils et après, on utilise nos outils de manière contextuelle. Et c'est ça qui fait qu'on va être bon. C'est pas parce qu'on applique un truc tout fait. Ça peut pas marcher à tous les coups parce que chaque contexte est différent. Et bah, toi, tu l'as perçu, mais comme tu dis, dans certains consultants de haute volée qui après font des bouquins, des conférences, etc. Bah, en fait, il y a une tendance parfois auprès des managers des entreprises de vouloir appliquer strictement ce qu'ils disent sans se poser de questions sur la capacité de l'entreprise à l'intégrer en fait. Et je comprends que tu aies été un peu désappointée parce qu'une start-up, bah, c'est pas une grosse multinationale qui est structurée de certaines manières. C'est tout le monde est un peu au four et au moulin et le but c'est de pouvoir ben, faire grandir l'entreprise avec les moyens du bord et tu peux pas trop structurer parce que justement on demande une polyvalence aussi quoi. Et ça, et quand tu es dans le product management, quelque part, comme tu parlais de silos, c'est aussi ça. On peut pas tout appliquer. Après, dans les entreprises qui sont plus grosses, etc., ça, c'est totalement justifié, mais c'est du cas par cas, en fait. Voilà. Donc, je te laisse continuer, mais merci déjà pour cette première information. Donc, tu disais que tu avais commencé à regarder le product management. Et donc, moi, ma question, c'était
qu'est-ce qui fait que progressivement, tu as eu le doute sur ce qu'est ce que fait un business analyst? Donc déjà, ça a été une première étape qui t'a posé question. Et après, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je dirais qu'après, là où ça a commencé à se compliquer encore davantage, c'est quand mon entreprise a commencé à me demander, alors d'une part, quelles étaient mes projections en termes d'évolution de carrière à 3 à 5 ans. Et bon, les ESN et même les autres entreprises, c'est toujours dans leur intérêt d'avoir des personnes qui sont formées. Donc, on a commencé à me demander de chercher des certifications qui pourraient être intéressantes pour appuyer mon expertise auprès des clients. Et bon, ben, moi, j'étais dans l'écosystème de la masterclass. Je me suis dit, allez, je vais demander une formation, une certification auprès de l'IIBA. J'avais participé à certains de leurs événements quand il y avait beaucoup d'événements à distance fut un temps là pendant le Covid de la part de l'antenne de Genève. J'avais beaucoup aimé et j'avais envie de me certifier ECBA. Alors, juste pour dire, pour ceux qui ne connaissent pas, IIBA, International Institute of Business Analysis, qui est le schéma de certification internationale le plus ancien, on va dire, en business analysis, qui est né en 2004 à Toronto, donc au Canada. Et effectivement, c'est un regroupement initialement de business analysts qui se sont dit, ben, il n'y a pas de bonne pratique qui résume en fait notre discipline. On va s'atteler à la tâche, on va écrire un livre le BABOK, le Business Analysis Body of Knowledge, qui va servir de référence sur ce que nous, on estime être des bonnes pratiques de business analyst. Et c'est comme ça que naissent les schémas de certification. À la base, c'est des regroupements de professionnels qui mettent en commun leurs connaissances dans un syllabus ou encore plus de connaissances. Donc, il y a 2 autres schémas de certification qui ont fait le même exercice et chacun ayant sa vision de ce qu'est la business analyst. Donc, quand tu es chez IBA, tu as une vision plutôt du conseiller avisé qui va aider l'entreprise à mettre en place des solutions par rapport à un besoin de changement. Et par contre, quand tu es plutôt PMI, qui est à la base un schéma de certification pour la gestion de projet, bah, eux, ils ont une vision du business analyst qui est plutôt un subordonné du chef de projet et plutôt dans les systèmes d'information. Donc, IBA, c'est tout projet, pas forcément informatique, même si 80% c'est de l'informatique. PMI, c'est vraiment très IT et c'est en fait, on est entre guillemets, on obéit à un chef de projet, voilà, qui est au sommet de la pyramide. Et donc, c'est plutôt de la côté maîtrise d'œuvre, etc. Et après, l'IQBBA a aussi un positionnement. Ils vont rajouter une dimension de test, alors que IIBA, ce qui manque, c'est la dimension vraiment conception et test qu'ils ne mettent pas dedans. Pour eux, ce sont d'autres compétences. Donc, en fait, les schémas de certification, voilà, ils ont chacun aussi leur vision de la business analyst qui complexifie aussi la tâche quand nous, on travaille, parce qu'on a la réalité terrain qui est pas forcément justement du tout la même si on peut être d'accord sur une partie du corpus et toi de connaissances. Et toi, ce que tu dis, c'est que pendant le Covid, bah, du coup, effectivement, l'antenne de Genève, donc chapeautée par Claude Duc, que je salue s'il voit cette vidéo, effectivement, ils ont été extrêmement actifs. Ils faisaient beaucoup de webinaires sur plein de sujets avec plein de conférenciers. Et donc, c'était des webinaires qui permettaient d'être suivis à distance. Donc, toi, tu as commencé à suivre ça. Et effectivement, tu parlais de ECBA. Donc, ce sont des certifications à l'intérieur des schémas de certification. Donc là, de IBA, que je connais donc du coup bien puisque je suis moi-même au chapitre France. Donc toi, dans ce que tu disais, tu t'es dit, bah, je vais en matière de certification, du coup, c'est ça que je vais faire et c'est ça que je vais demander à mes managers. C'est ça que tu disais. Exactement. Et comme tu le disais à l'instant, il y en a une pluralité. Et bah, tous les schémas que j'ai cités n'étaient pas connus et la seule certification qui avait un petit peu de cachet auprès des managers, c'était la formation PSPO. Donc, Et j'ai dit, product mais owner. voilà, Product j'ai dit, owner. mais ça, c'est une Ok. formation product owner, ok. Et moi, dans la petite carto que j'avais en tête à ce moment-là, le product owner, c'était un peu une sous-espèce particulière de BA. Et j'ai dit, bon, ok, moi, c'est pourquoi pas. Moi, j'aurais bien aimé avoir une certification un petit peu plus généraliste sur l'analyse métier.
Et dans 3 à 5 ans, je me voyais finalement avec le même intitulé de poste, mais simplement avec des projets en intervenant peut-être plus en amont, des projets ou bien sûr des périmètres un petit peu, qui gagnaient en complexité naturellement avec, l'expérience. Et on m'a dit: «Non, Caroline, le chemin de carrière d'un consultant, c'est quand il est junior, il est business analyst. Ensuite, il devient product owner. Ensuite, il devient lead product et ensuite, je sais pas, après, je crois qu'il y a encore, d'autres intitulés, on est lead quelque chose après, voilà. Mais, le business analyst, c'était, le junior du product owner et le product owner, quelque part, le junior du product manager et le product manager qui devenait lead product. Donc ça, c'était la vision de Et ton ESN à l'époque? voilà. D'accord. Et en fait, avec un peu de recul, il y a pas de c'est vrai ou c'est faux, c'est juste, la grille, finalement d'évolution de mon ESN. En fait, c'est ça que j'essaie de me mettre dans la tête de plus en plus, c'est qu'un intitulé de poste, c'est un peu comme, alors en code, on a des variables qui sont vraies que dans une certaine région du code et il y a des variables qui sont vraies partout. Et j'ai l'impression que les intitulés de poste et les définitions qu'on met derrière, elles ont un sens dans un contexte et que parfois, il faut accepter que quand on change de contexte, la définition derrière le mot change et ça remet pas en question finalement ce qu'on a entendu ailleurs, ça vient pas le contredire, c'est juste que dans des contextes différents, on utilise à un moment donné, il faut bien poser des mots sur les choses. On est dans des environnements complexes et des fois, on a des mots qu'on doit réutiliser plusieurs fois et là, finalement, dans le contexte de mon ESN, un business analyst, c'était un consultant junior et un consultant, qu'on allait faire monter en expertise à mesure, qu'il gagnait de l'expérience, qu'on voulait, faire monter un peu en grade, en échelon. On utilisait d'autres mots comme, product owner et product, manager. Donc là, tu avais en Et fait dans ta tête, tu t'es dit: «Bon, OK, si je veux faire carrière maintenant, next step, faut que je fasse product owner». Donc voilà. là, dans ta lettre, tu m'as expliqué après, ben, finalement, c'est pas Bah, perçu pareil, comme ça, comme aussi, on va dire, gratifiant dans d'autres contextes. Donc là, si tu veux en parler, c'est la oui, parce que là, après, ces échanges-là, je m'étais mise en tête que d'accord, la cible, c'était qu'il fallait devenir product owner, fallait se certifier et devenir product owner. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, aux communautés, de connaissances, dans la ville où j'étais alors. Moi, à cette époque-là, j'étais à Paris et ce qui est plaisant à Paris, c'est qu'il y a tout un microcosme de start-up qui hésitent pas à organiser des meet-up pour partager des retours d'expérience. Alors derrière chaque meet-up, il y a toujours aussi la volonté de se mettre en visibilité et de recruter des bons profils. C'est une façon de le faire et c'est génial. Ça permet aux gens de se rencontrer et d'échanger avec des pairs. Je recommande vivement de le faire si vous avez une grande ville, près de chez vous où il y a de tels événements. C'est utile pour tout le monde, quoi. Côté entreprise, ça permet à l'entreprise qui héberge d'avoir de la visibilité et ça permet, de rencontrer des personnes qui font le même métier que nous. Donc, c'est très chouette. ouais, tout à fait, et comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de le faire sur la région d'Aix, on n'est pas très loin en fait, enfin, la région PACA est grande, mais voilà, on va essayer de relancer ça. Je l'avais fait en fait juste avant le Covid. Il y avait des meet-up, mais après il y a eu le Covid et puis après mon emploi du temps m'a plus permis. Mais je pense que ça peut être, comme tu dis, super bien de se rencontrer en face à face. Nous on faisait des petits apéros, réseaux, des trucs comme ça, en petits groupes et c'est super bien parce qu'on peut s'entraider aussi, on peut échanger, on se sent moins seul parce qu'on se sent quand même assez seul hein, quand on est business analyst en général, même si toi tu as rencontré d'autres BA, tu pas toujours été toute seule. Certains le sont vraiment, sont en solo. Toi, tu as quand même eu, malgré tout, l'appui d'autres, BA, mais ça t'a pas forcément aidé à comprendre qui tu étais. Tu m'en as parlé dans le courrier, mais on en reparlera peut-être après. Donc là, du coup, OK, tu t'es dit: «Je vais être, product owner» puisqu'on me dit que c'est, la suite logique et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc j'ai commencé à assister à des meet-up, aussi à écouter des podcasts, parce qu'on a la chance d'avoir des podcasts francophones sur, la gestion de produits. On listera, les références intéressantes, hein, à l'écrit, sous le post, mais il y a The Product Tape
par exemple, qui est une bonne référence sur ce qui se fait dans les startups françaises. Et à un meet-up, j'avais perçu qu'il y avait trois entités dans l'entreprise. Donc, la partie informatique qu'ils appelaient la tech, l'engineering, la partie design et la partie product management. Et j'ai demandé à la personne en charge de cette entité-là si il y avait des business analysts ou des product owners dans l'organisation. Et elle me dit, non, les product owners, il n'y a pas ça, c'est pas de la gestion de produits. Les product owners, c'est dans les vieilles entreprises. Ça, nous, on fait du product management avec des product managers. Et je lui ai demandé, mais comment vous appelez vos jeunes recrutés, ils s'appellent comment? Bah, c'est des product managers juniors. Ah bah oui, naturellement. Et je disais, mais dans ce cas-là, pour vous, c'est quoi un product owner? Et c'était un mot qui n'existait pas dans son vocabulaire. C'était, je ne vois pas ce mot. Ça n'existe pas pour moi. Il y a des product managers qui travaillent avec des designers et des développeurs, point barre. Donc voilà, j'étais maintenant avec trois intitulés de poste sur lesquels il fallait jongler. Product manager, ça me semblait être un grand mot quand même quand on est en début de carrière, parce qu'il y a le mot manager dedans. Donc manager, bon, quand même, en général, ça laisse entendre qu'on est leader d'une équipe et enfin, bon, voilà, qu'il y a une notion de hiérarchie. Donc ça venait pas forcément apporter de la clarté à ma compréhension des limites de la discipline. Donc, bon, c'est pareillement, là, faut essayer de se redire que un mot, ça a un sens dans un contexte donné, et que finalement, Et tu m'as écrit même, on- tu m'as dit, alors je vais lire carrément ta phrase. Ah oui, tu m'as parlé aussi de Roman Pichler aussi. Et tu as dit Startup Tech oui, française, donc dans les Startup Tech françaises où le mot product owner est méprisé et associé à, je cite, une activité de delivery dans une feature factory sans culture produit. c'est violent en jargon, celle-là, de phrase, mais Ça, c'est violent jargon. Voilà. Pour ceux qui découvrent, ils doivent se dire, oula, c'est quoi ce métier-là? On n'y comprend rien. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un peu l'objet d'ailleurs de la vidéo et de l'interview, c'est de dire à quel point ça peut être, ça peut rendre totalement confus tout ce jargon qui peut être employé. Je dirais que parfois et souvent, c'est un peu une affaire de caste, quoi. Si tu connais le jargon, t'es intégré dans la caste, c'est bon, t'es intronisé. Si tu connais pas le jargon, bon, on te montre bien que t'es pas au même niveau que les autres. Et ça, c'est ce que vraiment, j'essaye de dénoncer pour pas, et pour ça que j'essaye de vulgariser la business analyse, parce qu'en fait, c'est pragmatique. Mais après, dessus, les modes, les méthodologies, les consultants qui font, voilà, anglo-saxons qui publient des tas de choses, rajoutent une complexité à quelque chose qui devrait pas être si complexe, quoi. Et là, l'extrait que tu m'as envoyé, c'était trop drôle, quoi, parce que c'est vraiment ça. Tu dis, OK, j'ai 20 ans d'expérience, je suis en train de lire ça, je le relis 4 fois pour comprendre ce que c'est. C'est pas normal. oui, c'est ça. Il y a un peu une volonté de mettre des mots compliqués sur du contenu qui est simple en fait, hein. Bon, il y a des développeurs, il y a des personnes qui font de la recherche utilisateur et qui font le design, et il y a toute la partie analyse métier, conception fonctionnelle. Mais bon, voilà, c'est une façon de rendre ça compliqué et inaccessible, et accessible uniquement à une élite, un petit peu. C'est ça, c'est ça. Et toi, donc tu parles de Roman Pichler. Pichler, donc c'est aussi une de tes recherches bibliographiques. T'en es arrivé où alors? Alors ça, c'est également une personne que j'ai découverte dans mes recherches de références de lecture. Et pour le coup, Roman Pichler, c'est donc un consultant qui a pas mal d'influence et qui a étroitement participé à la création et au développement de la méthodologie Scrum. Il a écrit plusieurs livres sur le rôle du product owner en particulier dans Scrum. Et il en a écrit un il y a pas longtemps sur la partie savoir-être. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que souvent, on a beaucoup d'ouvrages sur comment faire des feuilles de route, comment appliquer tel framework, mais assez peu sur la partie savoir-être. Et comme tu le mentionnes souvent dans tes vidéos et formations, finalement, nous, nos hard skills, c'est des soft skills en fait. Nous,
Je veux dire, la communication et la relation qu'on a avec les personnes qui gravitent autour du projet, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, plus exactement, on a 50%, c'est des hard skills, savoir comment on fait des études d'opportunité, comment on fait du cadrage, comment on écrit des specs, des bonnes specs, comment on fait de l'élicitation, etc. Ça, c'est les hard skills. Mais après, les soft skills, c'est quand même 50% de la réussite de notre mandat. C'est effectivement, on a l'humain qui est au cœur de tout. C'est les contributeurs, c'est les managers, c'est les autres acteurs du projet qui nous apportent de l'information et qui valident ou pas nos analyses et qui vont appliquer des conseils, etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est des compétences relationnelles et comportementales. Et sans ça, on peut pas. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle va nous aider, mais elle nous remplacera jamais. C'est impossible parce que derrière, on a vraiment l'humain. Même si, bon, parfois, je sais plus, apparemment, en 2027 ou 2029, l'intelligence artificielle va dépasser les facultés humaines. Mais bon, en tout cas, il y a cette dimension empathique, euh, comprendre les émotions, comprendre les besoins non exprimés, latents, inconscients, cachés, tout ça, ça fait appel à des hard skills et des soft skills, pardon. Et effectivement, le savoir-être qui est quand même aussi, on va dire le cœur aussi des approches agiles, hein, c'est comment faire en sorte que on ait des équipes qui co-créent ensemble une solution sans que ça soit du top down, c'est-à-dire une hiérarchie qui impose à la base une manière de faire, quoi. Et c'est effectivement, c'est pas nouveau, hein, cette notion de savoir-être, mais je savais pas qu'il avait écrit un livre dessus. C'est bien qu'on remette un peu l'église au milieu du village, comme on dit, quoi. Voilà. Donc toi, en tout cas, tu as découvert, tu as encore continué du coup ton apprentissage en allant voir du côté de Roman Pichler. Et est-ce que ça t'a éclairé par rapport au positionnement de la business analyst? Alors on va dire pour toutes les passages sur les compétences relationnelles, ça m'a aidé. J'ai beaucoup aimé tous les passages sur la gestion de conflits, par exemple. Nous, on est au carrefour de différentes fonctions avec des personnes qui ont des intérêts différents par leurs objectifs de poste. Le rôle de la pleine conscience, c'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent, hein, dans des lectures professionnelles, des C'est pas incitations français. à être en Ouais. pleine conscience dans ces échanges avec les autres parties prenantes, voilà, la capacité à accueillir par une écoute active, mais vraiment se rendre disponible aussi émotionnellement. Il y a vraiment beaucoup de passages sur ces aspects-là qui ont été décrits pour moi pour la première fois. C'est vrai que on est en retard par rapport aux Américains qui intègrent assez facilement le développement personnel dans le développement business. Et en France, ils opposent souvent ça. En fait, il y a de plus en plus, cela dit, d'entrepreneurs qui en parlent. Il y a beaucoup de storytelling aussi par rapport à ça. Et je trouve ça bien, en fait, parce que même s'il y a le storytelling qui fait vendre, c'est un peu l'objectif au niveau marketing, n'empêche que derrière, il y a cette notion de, on peut pas dissocier l'approche business comme tu parles de pleine conscience, c'est-à-dire que nous, quand on écoute, effectivement, en général, et je le dis aussi, c'est que on a un temps d'avance dans notre cerveau, on écoute pour répondre et on n'est plus dans l'écoute réelle de ce que nous dit le contributeur. Et là, ce que tu dis est juste, c'est la pleine conscience de, à l'instant T, je l'écoute pleinement parce que derrière chaque mot, derrière chaque attitude, il y a du sens. Et si je suis déjà en train de me dire qu'est-ce que je vais lui répondre ou le cerveau il se dit ah mince, faut pas que j'oublie de lui poser telle ou telle question, en fait, t'es déjà plus dans l'écoute. Et Mhm. ouais, donc du coup, toi, t'as découvert. Alors j'ai le soleil qui fait des. Désolée, hein, si vous me voyez clignoter, j'aurais dû mettre le rideau. Euh, ok, donc du coup, ça t'a déjà appris effectivement ça et c'est chouette parce que comme tu me disais, c'est quelque chose qu'on voit forcément beaucoup dans les approches francophones, on va dire ça comme ça. Oui, Je c'était regarde. assez nouveau. Le seul petit bémol que dans cette lecture, c'est que j'avais déjà 3 intitulés de poste à gérer et la dichotomie s'est poursuivie. Pour lui, il y avait les product owners. Donc le product owner, c'était le mini CEO du produit. Donc quand même, c'est une personne qui prend des décisions et qui a un pouvoir de décision qui, qui est
pas toujours présent. Nous, bon, surtout quand on est externe, on n'est pas toujours ceux qui signent et qui tranchent les décisions. Comme tu le disais dans l'approche IBA, on est plutôt les conseillers avisés du roi. Donc déjà, le product owner, là, c'était un mini CEO, donc bon, une personne assez gradée et haut placée. Et en dessous de lui, il y avait des feature owners. Donc le feature owner, c'était le responsable de fonctionnalité, et des component owners. Ça, c'est par exemple la personne responsable d'une brique technique, par exemple d'une API, d'une interface de programmation, ou bien d'un petit bout d'une plateforme, d'un petit module. Mais bon, ça me faisait encore des intitulés de poste en plus. Mais lui, il tenait à ces nuances-là parce qu'il disait que souvent, on appelle product owner des personnes qui n'ont pas le pouvoir de décision et qui donc finalement euh, sont pas dotés, voilà, on leur donne pas le pouvoir de décision nécessaire pour faire leur métier correctement. Et il disait aussi que ce qui était pas terrible dans Safe, selon lui, c'est qu'on séparait en deux strates, product manager et product owner, et que finalement le product owner se retrouvait à avoir un rôle d'exécutant, là où le product manager était la personne au niveau qui définissait la stratégie, et que c'était pas désirable, selon lui, d'avoir la stratégie et l'exécution auprès de l'équipe de développement séparées. Donc là, encore une autre grille de lecture finalement. Dans sa vision à lui, le product owner, c'était un petit peu une personne qui était à la fois, j'ai pas envie de dire experte, mais qui avait la connaissance de son marché, de la solution, et qui en même temps était en contact direct avec l'équipe de développement. Donc il y avait la vision stratégique, mais aussi opérationnelle réalisation. Et que finalement, s'il y avait des rôles qui avaient des périmètres plus restreints, il fallait pas appeler ça product owner, parce que product owner, c'était vraiment à l'échelle du produit dans son ensemble. Par exemple, c'est pour lui, on était product owner de Excel, mais on n'était pas product owner de la fonction de tabulation de telle cellule. Ouais. Mais en fait, Voilà. là, c'est vrai que on voit vraiment que même les experts comme ça, ils cherchent encore et toujours un positionnement, une organisation. Et en réalité, il n'y a pas d'organisation type standard universelle. C'est chaque entreprise a sa propre organisation, ses propres produits. Et c'est pour ça que je trouve que de vouloir tout le temps conceptualiser en étant trop rigide avec des principes, ça induit beaucoup de confusion. Toi, tu l'as vécu, mais plein d'entreprises aussi, c'est la même chose. Et en plus, ça change tout le temps, quoi. Donc là, alors tu parlais de SAFe, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'agilité à grande échelle. Donc Scrum et consorts, c'est de l'agilité à petite échelle. Je vais pas rentrer dans les détails, il y a des vidéos là-dessus. Et SAFe, c'est du coup l'évolution de l'agilité, mais à grande échelle, où on se dit, OK, cette fois-ci, pour s'assurer que tous les projets d'une même entreprise, ils vont, on va dire, aller optimiser la chaîne de valeur de l'entreprise, et que ce soit pas du one shot de chacun de son côté son petit projet, mais que vraiment ça, parce qu'il peut y avoir des projets dans la même entreprise qui finalement vont pas dans le même sens, et il y en a un qui avance, l'autre qui ralentit la chaîne de valeur. Donc le but, c'est de se dire maintenant, on va essayer d'avoir une vue un peu au-dessus de la mêlée. On va organiser déjà l'entreprise pour qu'elle soit euh, structurellement et organisationnellement, hiérarchiquement organisée avec différents postes. Donc, ils ont inventé aussi des intitulés de postes. Et par exemple, il y a la notion que chaque initiative, chaque demande, elle est passée au tamis de portfolio manager, donc qui vont regarder si ça peut servir à plusieurs autres départements d'entreprise et pas juste à celui du demandeur, et auquel cas aller chercher du budget à l'intérieur pour tous ceux qui sont intéressés, pour au final prioriser les demandes qui peuvent émaner de partout dans l'entreprise en fonction de l'intérêt que ça suscite à l'intérieur, et surtout de l'apport de valeur ajoutée que ça a pour l'intégralité de l'entreprise. Donc ça, on parle vraiment d'organisation, mais du coup, c'est vrai que toutes ces théories dans les livres sur, toi tu disais, il y a maintenant product owner, product manager, feature owner, component owner, tout ça en fait,
ça introduit une complexité, c'est ce que tu m'écrivais, ce qui fait qu'on ne sait plus qui fait quoi, quelle est la bonne pratique, et le business analyst là-dedans, il est où, quoi? Voilà, c'est pas simple de savoir, à quel niveau on est et surtout quand on cherche à percevoir un petit peu, quel est notre périmètre et ouais, voilà, juste, comprendre un petit peu notre périmètre de responsabilité, c'est pas toujours, simple, avec cette multiplicité de postes. Donc finalement, in fine, en passant d'une mission à l'autre, je suis atterrie sur une mission où j'ai un intitulé de poste, product owner Bravo! et ouais! Et finalement, je Le ne suis pas Graal. un mini CEO du produit, hein. J'ai un client à qui, bon, je dois présenter des analyses, à qui je dois présenter de l'information structurée et qui, lui, finalement, finit par trancher en fonction de la vision qu'il a, lui, en tant qu'interne qui a en tête la stratégie de son organisation. Donc on retrouve finalement, une posture de conseiller avisé, qui me paraît beaucoup plus raisonnable et comment dire, vraisemblable pour, un consultant. Je veux dire, nous, on est en mission en général quand on fait des missions en régie et missions en régie, c'est quand on est placé au sein des équipes clients. On peut rester de 6 mois à 2, 3 ans. Bon, on est là pour une durée limitée, je me verrais pas, comment dire, ni la légitimité ni l'autorité pour prendre des décisions structurantes pour l'organisation de mon client à long terme. Ça C'est une personne en ça interne qui doit existe. le faire ça. Non, tu verras que ça, enfin, Mais, tu as peut-être pas encore eu ces expériences-là, mais bien sûr qu'il y en a, hein, et il y a parfois même des externes qui restent très longtemps. J'ai plein d'exemples en tête, chez le client final qui ont juste une sorte de contrat d'intervention de travail qui n'est pas, un salariat et cetera, au sein de l'entreprise, mais qui ont, une légitimité totale. C'est tellement de la géométrie variable, en fait, ça dépend vraiment des contextes, des entreprises, de leur manière de travailler. Il y en a qui travaillent avec plein d'externes, d'autres pas du tout ou ponctuellement. Ça, voilà. Donc, si, ça existe, mais ça dépend de l'entreprise. En tout cas, toi, tu es arrivé à ce poste enfin, ce rôle, parce que ce n'est pas un poste. Toi, tu étais toujours dans la même ESN à ce moment-là? oui, Donc, oui, toujours oui. avec la même fiche de poste, on va dire en interne auprès de la ressource humaine, consultante. Je sais pas, c'était quoi ton business analyst sur la fiche de poste? C'est marqué quoi? Voilà, maintenant product owner, mais de Mais business ton analyst à salaire, ton product owner. bulletin de salaire, c'est marqué quoi? C'est marqué. Dans les échelons, je crois que je suis encore business analyst, dans les échelons. Donc là, on voit bien que on a la différence entre l'intitulé du poste et le rôle qu'on va avoir sur une autre mission. Donc là, effectivement, on est dans le cas où tu es prestataire d'une ESN. En interne, c'est souvent un peu plus cadré, heureusement, où en général, les intitulés de poste, ils sont un peu plus documentés en termes de responsabilité. Mais quand on est consultant, eh ben, effectivement, on peut avoir être business analyst et puis intervenir en tant que product owner, en tant que product owner, en tant que chef de projet MOA, en tant que business analyst, en tant que plein de choses. Et donc, toi, tu es arrivé au Graal et pour constater que du coup, comme tu disais, tu étais plus, tu n'avais pas forcément une, comment dire, un pouvoir décisionnaire. Ou, du moins dans le périmètre, qui est le mien Mm. et finalement, c'est pas, comment dire, ça a pas changé du jour au lendemain ce que je faisais quand j'avais un intitulé de poste business analyst, hein. Au final, je fais les mêmes activités. C'est juste que, bon, il y a peut-être quelques petites particularités en termes d'outils, et de techniques. Par exemple, là, on travaille avec, des backlogs, bon, un petit peu des outils, qu'on retrouve dans Scrum, mais tout le fond de l'activité derrière, ça reste de l'analyse métier. Tous les échanges avec, les personnes, qui qui vont utiliser la solution, les personnes qui ont un impact ou un intérêt, auprès de la solution, ça reste la même chose. Et alors moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, bah, à chaque fois, tu restes pas dans ton coin. Tu vas d'une part, au contact d'autres business analysts, enfin praticiens business analysts qui sont normalement plus expérimentés. Tu vas Mmh. aussi aller chercher dans les meet-up, tu vas chercher dans la littérature et cetera. Et en fait, toi, tu m'écrivais, alors je reprends ta phrase, hem
Alors, attends, je retrouve un petit peu. Après m'être senti noyée par l'apprentissage, désapprentissage des définitions associées à chaque intitulé de poste, j'ai trouvé l'apaisement dans les mots de Matt Lemay qui parle humblement de ambiguously descriptive product roles au début de son livre. Si tu veux en parler un peu. Oui, alors Matt Lemay, pareillement, un consultant qui, au bout de quelques années d'expérience chez diverses organisations clientes, a écrit un livre qui s'appelle Product Management in Practice. Et je trouve que c'est un peu le pendant anglo-saxon de la masterclass, pour être honnête. J'y ai trouvé une explication pas attachée à une idéologie, juste petits conseils qu'on donnerait à un ami qui débute, un petit peu des récits de, comment il appelle ça? Des récits de bataille, voilà. Sur, tout ce que il disait que le but de son livre, c'était d'expliquer, tout ce qu'il aurait aimé qu'on lui dise, son premier jour quand, J'irai regarder, je ne il a connaissais été, pas, donc c'est chouette. Ouais. il est vraiment bien ce livre et je pense que, voilà, si vous cherchez un premier livre à lire, vous êtes BA ou vous avez un rôle qui est tout dans la sphère de la business analyse, je vous conseille d'aller lire Product Management de On Matt le Lemay mettra, parce hein, qu'en voilà, on mettra en barre de description toute la littérature, la documentation que tu as trouvée et qui t'a servi. Euh, donc toi, ça t'a apaisé, tu t'es dit, bon, ok, quel a été ton ressenti en fait en lisant ça? Tu parles d'apaisement. que finalement, faut pas trop s'attacher aux intitulés de poste parce que souvent les personnes qui portent les activités d'analyse métier, elles ont même pas l'intitulé de business analyst finalement et que c'est plutôt en pratique qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes, dans l'organisation, qui sont un petit peu comme des nœuds de communication et par lesquels transitent, les informations et aussi il y avait pas de profil, type de bon, product manager ou de bon business analyst. Souvent, on retrouve un petit peu un diagramme sur internet où, on voit au centre, product manager et un peu de design, un petit peu de technologie, un petit peu d'expertise métier et que finalement, faut être un petit peu, expert dans ces 3 disciplines pour être un bon product manager et bon ça, c'est la vision sur papier, mais en pratique, il y a de très bons profils qui viennent de domaines qui avaient rien à voir comme la restauration, par exemple, ou, des ONG ou, donc c'est vraiment pas des, comment dire? C'est vraiment pas cantonné à un développeur qui a fait un diplôme en école de commerce ou bien à, un une personne qui a fait, une école de commerce et qui est un peu geek, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus large que ça Eh oui, les ouais, profils qui peuvent, être bons dans cette discipline et pareil, c'est pas parce qu'on sait écrire une requête SQL, qu'on sait faire une maquette sur Paint, et qu'on s'est renseigné un petit peu, qu'on va être bon dans cette discipline, c'est beaucoup plus complexe que ça et ouais. Mm. c'est pas juste une juxtaposition de différents rôles et c'est même pas souhaitable, en fait, de chercher l'expertise, dans par exemple, les rôles adjacents comme le design, le développement ou le domaine métier concert parce que finalement, plus on prétend, être expert, moins on a de curiosité pour les personnes en chair et en os qui sont en face de nous et je pense que la qualité première, d'un BA, voilà, un rôle ambigu, rôle à description ambiguë, c'est d'être capable de montrer de la curiosité finalement pour, les disciplines, avec lesquelles, il doit travailler. Donc typiquement, voilà, vous avez pas d'expérience en développement, vous êtes, PA, PM sur, le développement d'une application web. Si vous êtes juste curieux finalement, et que vous demandez à vos développeurs de vous expliquer un petit peu comment ça marche, les outils qu'ils utilisent, alors déjà eux, ça les valorise parce que ça montre que leur métier a de la valeur, que leur travail a de la valeur et ça m'est jamais arrivé moi d'avoir une personne bah, qui me répondent pas avec enthousiasme, quoi, quand je faisais l'effort de m'intéresser à son travail. On a toujours peur de passer pour un idiot quand, quand on est ignorant, mais, d'une discipline en particulier, mais il faut vraiment essayer de se mettre dans les baskets d'un enfant de 7 ans et de
de poser des questions candides, c'est ce qui marche le mieux pour créer du lien. C'est super, tout à fait. C'est ça, on est au milieu, vraiment ce carrefour entre plein de disciplines et nous, notre valeur ajoutée, c'est de savoir aller chercher l'information, faire, des synergies, en fait. Donc surtout pas rester dans son coin, surtout pas rester dans des dogmes et surtout pas appliquer des pratiques soi-disant, universelles, parce qu'il y en a pas. À chaque fois, moi, quand je vois arriver des modélisations BPMN, c'est marqué: «C'est universel», UML non, rien n'est universel. Universel, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise, tout le monde connaît. C'est pas vrai. Quand ils disent voilà, il y a safe, ça devient universel, non, parce que ça va être remplacé plus tard par d'autres méthodologies qui vont corriger ce qui marchait pas. Par contre, effectivement, nous, notre rôle, c'est d'aller tout le temps être dans l'auto-formation, aller chercher des outils qu'on met dans notre boîte à outils, comme je donne souvent comme exemple. Et puis, en fonction du contexte, eh ben, on va ouvrir notre boîte à outils, on va dire, OK, qu'est-ce que j'utilise qui est le plus approprié pour apporter de la valeur aux utilisateurs et au client final? Et c'est vrai que ton parcours qui montre bien à quel point, bah, s'il y a des dogmes qui sont parfois, martelés, finalement, ça aide juste à une grosse confusion. Donc tu disais une grosse confusion langagière, c'est exactement. Tu parlais de guerre d'ego aussi entre les intitulés de poste. Et tu m'as même donné l'exemple tu avais discuté avec des business analysts, je crois. Alors, je me souviens plus de ton anecdote. Si tu veux Ah en... oui, que j'avais un collègue peut-être qui était sur le même intitulé de poste product owner que moi Ouais. et qui me disait, bon, finalement, ce qu'on fait là, tu prends le Scrum Guide, c'est pas du tout by the book. Ce qu'on fait, bon, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, notre métier là, ce qu'on est en train de faire sous le rôle de product owner. Et est-ce que c'est grave? Bon, non, c'est ok. Je veux dire, du moment qu'on sort quelque chose qui est utile et qui améliore la vie de quelqu'un derrière, c'est pas grave qu'on soit appelé BA ou product owner ou PM ou proxy PO ou AMOE ou AMOA. Ce Parce qui que compte, c'est ce derrière, qu'on fait mm, et ce qui c'est ça. sort derrière. Oui. C'est ça, et c'est pour ça que de plus en plus, il faut parler de la business analyst comme une discipline et non pas comme un intitulé de poste. Le problème qu'on rencontre, c'est que quand tu regardes des offres d'emploi et que c'est marqué business analyst, bah, on s'attend à avoir quelque chose d'homogène. En vrai, c'est pas du tout le cas. C'est un praticien en business analyse à qui on va demander parfois d'endosser un rôle qui peut être product owner, lequel rôle n'existe que dans un contexte Scrum agile. C'est un rôle, voilà. De même que si tu parles, enfin voilà, il y a des intitulés qui n'existent que parce que c'est adossé à une méthode ou un framework spécifique. Et en fait, cette discipline, la business analyse, tu peux la pratiquer que tu sois même manager d'une ESN, quand il va faire de l'avant-vente, il doit essayer de comprendre ce que veut le client, il va faire de la business analyse. Il va faire de l'élicitation, sans le savoir, bien sûr, il va faire de l'analyse. Donc, en fait, là, c'est une discipline et le truc, c'est que du coup, ne pas s'attacher à l'intitulé business analyst, AMOA, fonctionnel. Par contre, derrière, il y a réellement des bonnes pratiques que tu peux, bah, du coup, sur lesquelles tu peux t'appuyer pour bien travailler. Les licitations, les analyses, comment on rédige de bonnes spécifications fonctionnelles, comment on fait de bonnes analyses pour en aboutir sur des recommandations, etc. Tout ça, il y a des bonnes pratiques. Mais bah, comme tu as pu le voir dans la masterclass, on va piocher aussi dans ce qui existe de mieux ailleurs. Euh, on a c'est pas qu'on n'a rien inventé, parce que si, tout ce qui est spécification fonctionnelle et compagnie, c'est vraiment typique à la business analyse. Mais il y a beaucoup de bonnes pratiques qu'on va emprunter ailleurs et qu'on s'est approprié justement parce qu'on constate que ça nous aide pour aboutir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire apporter de la valeur, apporter quelque chose. Oui. Et pour aller dans ce sens-là, moi récemment, là, j'ai eu l'opportunité d'être formée à SAFe, donc ce framework d'agilité à l'échelle dont on parlait. Et je suis assez impressionnée du travail de consolidation de bonnes pratiques qu'ils ont fait. Quand on va sur le site, en fait, une espèce d'image géante avec un peu comme les schémas de processus organisationnels qu'on peut retrouver au sein des entreprises. Et chaque icône est cliquable et derrière, il y a un article, mais qui est documenté. C'est des articles, comment dire, qui sont basés sur des articles de recherche, sur des ouvrages de référence. Il y a vraiment eu un travail très rigoureux de documentation de
voilà, notre compréhension actuelle de ce qui aide les gens à mieux travailler. Et même sans appliquer le framework, il y a des choses à reprendre. Et je pense que Ah, ouais. quand on lit voilà, des méthodes, des techniques, faut s'interroger sur l'intention derrière. Pourquoi est-ce que la personne a formalisé ce modèle? Ça a répondu à quel problème, enfin, finalement, initialement? Et ça aide à prendre du recul aussi et à se dire, finalement, de quoi ai-je besoin moi? Et qu'est-ce que là-dedans, qu'est-ce qui peut peut-être m'aider, par exemple, là-dedans, dans telle façon d'écrire des tests, telle façon de mener, tel type d'échange, telle, comitologie, c'est important d'interroger finalement les plutôt que d'appliquer une recette sans comprendre pourquoi on le fait, c'est vraiment interroger l'intention derrière les outils. C'est exactement ça et tu as une très grande maturité toi en quelques années de pratique, mais tu es allé très loin dans ta recherche. Effectivement, mais tu parlais de Safe. Moi, je connais des entreprises qui, sont un peu perdues parce qu'ils ont voulu vraiment changer leur culture. Safe, ça nécessite de changer la culture de l'entreprise, ce qui est très compliqué. Ça nécessite même au-delà de détricoter ce que hiérarchiquement les fiches de poste, puisqu'on va créer des nouveaux postes. On va donc aplatir la pyramide décisionnelle. C'est très compliqué parce que bah, derrière, potentiellement, il peut y avoir des problèmes au niveau ressources humaines, même au niveau des syndicats, etc. Donc tout n'est pas simple. Et comme tu dis, par contre, ce qui est bien dans Scaled Agile Framework, donc .org, je crois, on mettra aussi les liens en description. L'intérêt, c'est qu'il y a quand même des tas de choses à picorer très intéressantes. Et plutôt que d'appliquer un framework tel quel, et je pense à des entreprises qui m'avaient sollicité, ben, je leur avais dit, comme ce que tu viens de dire, et on ne s'est pas concerté, c'est aller regarder comment eux, ils ont réfléchi en fait une organisation d'agilité à grande échelle et aller prendre ce qui est le plus intéressant pour l'appliquer à votre culture d'entreprise et à votre manière de travailler. Et ça ne veut pas dire appliquer un framework sans prendre de recul, parce que ça, en général, ça conduit à quelque chose de trop rigide, en fait. Et la rigidité, ben, c'est l'inverse de ce qui permet à une entreprise de créer de la valeur, en fait, sur le long terme. Ça l'enferme au lieu de lui ouvrir des possibilités. Donc, c'est super ce que tu as fait. Je voudrais quand même terminer un peu sur, parce que là, on en est à plus d'une heure et quelques d'interview. Euh, Actuellement, donc ça fait quoi, 3 4 ans que tu navigues dans ce monde de pratique de la business analyse. Euh, Tu m'as envoyé cette longue lettre, donc pour bah, déjà pour me remercier de la formation. Ça m'a énormément touchée parce que tu parles de simplicité, c'est ce que j'ai essayé de transmettre, mais aussi tu dis que ça te fait du bien. Et du coup, t'en es où maintenant après avoir fait tout ce chemin de, comme tu disais, d'apprentissage, désapprentissages, d'être noyé, de plus comprendre. Tu as trouvé de l'apaisement et surtout en termes de comment dire, de pratique au quotidien, comment ça se passe maintenant pour toi? Je dirais que maintenant, je cherche plus à me concentrer sur, les activités, plus que sur, les noms de postes. Voilà, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de m'intéresser aux techniques, d'interview. Je voudrais monter en compétence sur le fait d'avoir des conversations de valeur avec, quelles que soient les personnes avec qui je discute, pas forcément les utilisateurs. Et là, j'ai vu que dans tout ce qui était, recherche utilisateur, donc les livres sur l'UX, il y a des ressources intéressantes à exploiter là-dedans. Donc typiquement, c'est c'est mon prochain, sujet à explorer. Mais vraiment essayer d'explorer plus par activité et oui, voilà, par une fois qu'on a une idée un petit peu des compétences qui nous sont utiles pour faire, le job, c'est plutôt aller chercher, des références sur les méthodes et les techniques qui peuvent nous aider, plutôt que de chercher, à trouver la définition idéale et le modèle universel qui existe pas, Ouais, finalement. super. Donc voilà, moins de et puis, bon, pour les intitulés de poste, à un moment donné, faut se mettre au niveau des personnes qu'on a en face de soi. Si on voit que chez les clients,
OK, tel périmètre d'activité, c'est ce mot-là qu'il y a derrière. Bon, ben, faut ajuster son CV en fonction. Si on voit que les recruteurs, ils ont telle compréhension, faut s'ajuster en fonction des personnes qu'on a en face de nous et il faut bien clarifier, après le contenu, des missions, des postes parce que, bon, finalement, la définition à chaque fois va être propre à un contexte. Donc, faut prendre le temps d'avoir une conversation autour, de voilà, pour toi, c'est quoi, tu me dis que ce poste, c'est un poste de business analyst, de proxy product owner, de product manager, de PO, voilà, pour, comment ça se passe dans ton organisation, quand on est à ce poste-là? C'est tout à fait ça et je rajouterais qu'il y a plein d'autres libellés qu'on n'a même pas mentionnés. J'en ai encore eu un ce matin, alors que normalement il y a une formation, il y a des formations à ce métier de data analyst. Bah, la personne m'a dit, bah moi je suis data analyst, mais en fait je suis plutôt dans la business intelligence, je fais plutôt du reporting et j'analyse des données. Et en fait, c'est pas du tout data analyst comme on peut le voir dans des programmes de formation qui sont dans la partie très technique en fait où ils manipulent du Python, enfin voilà, et c'est des stats, des statistiques et autres. Et en fait, c'est encore ça, un libellé qu'on lui donne dans son entreprise. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et je dirais quasiment que c'est presque le mot de la fin. Ne vous attachez pas juste à l'intitulé de poste en espérant que ça soit vu de la même manière partout, mais plutôt aller regarder ce qu'il y a derrière, le périmètre qui est attendu, et puis en sachant aussi que de toute manière, ça va changer en fonction de l'entreprise, du client final. Si vous êtes prestataire, en fonction de votre propre employeur, ça va changer en fonction de la méthodologie de gestion de projet qui est appliquée, si c'est du Scrum, si c'est du Safe, si c'est traditionnel. Ça va changer en fonction de votre rattachement hiérarchique, plutôt côté maîtrise d'ouvrage, côté maîtrise d'œuvre. Ça va changer en fonction de, vous êtes dans une startup tech ou fintech ou une entreprise qui fait, je sais pas, un produit plus classique. Voilà. En fait, il y a tellement de variables. On parlait tout à l'heure avec ta explication par rapport au code et tout ça, et c'est vraiment ça. On est dans une discipline plus qu'un métier, même si on a l'intitulé de business analyst qui est aussi un métier. Mais pour le coup, un métier, quand on parle par exemple de comptable, un comptable, on sait ce qu'il fait. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Si tu dis le métier de business analyst, moi je peux te dire toutes les activités potentielles qu'il peut faire, mais potentiellement aussi tu peux n'en faire qu'une toute petite partie. Et ça, c'est pour ça que c'est à géométrie variable et qu'il faut aller le voir au cas par cas. Je suis super contente que tu aies partagé toute ton expérience, toute ta recherche très, très minutieuse auprès des anglo-saxons, auprès de tes collègues, dans les meet-up, etc. Ça donne un super aperçu en fait de l'état actuel. On verra, on est en 2024 à l'heure où on fait cette interview. On verra dans quelques années si ça évolue. Et puis, je voudrais quand même dire bravo parce que quelque part, en 3 ans, 4 ans, tu as acquis une énorme expertise. Tu as quand même maintenant été sollicité, tu me le disais avant, par ton entreprise pour former des juniors. Et tu me disais à quel point tu avais peut-être un peu de petit syndrome d'imposteur en se demandant de quel droit, parce que moi je parlais aussi de ça, hein, on en parlait en off, quand j'ai commencé à former avec le site internet, avec les vidéos, que moi-même au début je me disais de quel droit je peux prétendre donner des bonnes pratiques. Mon objectif n'était d'ailleurs pas de prétendre à quoi que ce soit, c'était juste de transmettre ce que je connaissais. En fait, toi, tu te retrouves avoir finalement maintenant l'oreille attentive de ton entreprise qui finalement te reconnaît. Enfin, en tout cas, j'en ai la sensation. Oui, enfin bon, c'est une posture après qu'il faut qu'il faut assumer de restituer, un petit peu tout ce qu'on a engrangé et voilà, pas, que ce soit clair et pas embrouillé, avec, trop de d'informations, contradictoires. Mais oui, enfin, je veux dire, c'est une étape, quand même, c'est 2 étapes distinctes de s'informer, de se documenter et après d'être capable de le restituer comme quelque chose de cohérent, c'est quand même une étape au-dessus, quoi. Mais tu sais très bien Et le faire. Tu sais, je suis sûre que là, et je vous invite à ceux qui regardent la vidéo
de surtout commenter et d'encourager aussi des témoignages comme ceux de Caroline et d'autres qui acceptent de prendre du temps gratuitement sur pour transmettre à la communauté. Donc, si vous avez aimé son intervention, dites-lui. Je vais mettre aussi ses coordonnées si jamais vous voulez. Peut-être, tu parlais de réseautage, etc., pour pouvoir un peu faire vivre la communauté. Tu es dans quelle région du coup? En région PACA, En désolée. région PACA, voilà. Donc, on va essayer de créer quelque chose d'un peu plus communauté physique dans le coin. Moi, en tout cas, je suis super heureuse que tu aies accepté de communiquer là-dessus, d'en parler. Je te remercie infiniment, vraiment, en mon nom, bien sûr, mais au nom de tous ceux et celles qui vont écouter, voir la vidéo et que ça va soulager aussi. Vraiment, mille merci. Si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse la parole. Moi aussi, je tiens à exprimer mes remerciements parce que j'ai pas toujours l'occasion d'avoir ce genre de conversation autour de moi parce que bon, c'est des lectures un petit peu, quand même, bon voilà, c'est pas ce dont on parle forcément à la machine à café, quoi. Bon, les gens, ils préfèrent, raconter leurs vacances et leurs week-ends. Donc je suis très heureuse, qu'on ait eu l'opportunité de cette conversation et aussi, des initiatives que tu prends pour créer une communauté. Là, récemment, il y a eu la création d'un canal Slack. Ça, je suis très contente aussi de trouver un espace, pour, échanger justement sur, ces sujets, avoir des retours d'expérience avec, des pairs. Je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que ça aide vraiment, pour le coup aussi à relativiser les difficultés qu'on rencontre, de pouvoir échanger avec des personnes, qui sont dans le même, qui ont les mêmes défis, les mêmes enjeux que nous. C'est important, je trouve, de voilà, d'avoir ces espaces de partage. Merci en tout cas de mettre en place, ces espaces. Merci Caroline, merci à toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout cette longue interview. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Ça encourage aussi ceux qui ont envie d'échanger, d'en parler et qui osent peut-être pas s'exprimer. Et puis ça m'encourage moi aussi à continuer bénévolement à vous transmettre tout ça. Merci encore Caroline et à très bientôt tout le monde. Ciao. Merci.